Bonjour François Asselineau. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Nous souhaiterions vous interroger sur le plan de votre programme concernant l'écologie et l'agriculture. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment réunir les deux parties? Vous me permettrez peut-être d'abord de faire un préambule qui me paraît important. C'est que vous avez des candidats qui se présentent avec un programme. Un programme qui touche à l'agriculture, à l'industrie, à l'environnement, à l'écologie, etc. Le problème, c'est que tous les candidats, je pense, en tout cas que je connais, sauf moi, confondent l'élection présidentielle et les élections législatives. On ne va pas avoir une élection, on va en avoir deux. On va avoir le 23 avril et le 7 mai l'élection présidentielle qui cherchent à élire, qui visent à élire le chef de l'État. Et on aura au mois de juin les élections législatives qui vont élire les députés. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que ça n'est pas les mêmes pouvoirs. Le président de la République, ses pouvoirs sont fixés par la Constitution. Le pouvoir du président de la République, c'est d'abord qu'il doit veiller au respect de la Constitution, ce que je fais en ce moment même en expliquant ce qu'est la Constitution. Deuxièmement, le président de la République doit veiller à être l'arbitre au-dessus des partis politiques, ce qui est très important. Il doit veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Et l'article 5 de la Constitution précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Autrement dit, alors après il y a d'autres articles, l'article 14 fait de lui le chef de la diplomatie, l'article 15 fait de lui le chef des armées et l'article 16 lui confère les pleins pouvoirs en cas d'urgence. Ça veut dire que les candidats qui viennent présenter des quantités de programmes en matière sociale, économique, agricole, industrielle, culturelle, etc., en matière de mœurs également, se trompent d'élection parce qu'ils ne répondent pas au sujet. L'élection présidentielle, on doit choisir l'homme ou la femme qui va être le garant de l'indépendance nationale. Moi j'aimerais savoir, je vais venir à votre question, mais j'aimerais savoir en quoi M. Fillon, M. Hamon, M. Macron, M. Mélenchon, Mme Le Pen, est-ce qu'ils parlent d'indépendance nationale? L'indépendance nationale, c'est d'abord et avant tout la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sinon, ça ne sert à rien. On parle de rien. Alors, il y a ensuite un autre volet du programme qui est le volet législatif. Donc, dans le volet législatif qui sera mis en œuvre si notre mouvement politique obtient la majorité aux élections législatives au mois de juin. Mais c'est pareil pour tous les autres. Parce que les autres partis politiques font silence, les autres candidats font silence sur la partie présidentielle, embrayent tout de suite sur un programme législatif, alors même qu'on ne sait même pas s'ils seront présidents de la République, on ne sait encore moins s'ils auront la majorité. Pour être très précis, par exemple, M. Mélenchon qui nous fait des quantités de programmes ou Mme Le Pen, il est tout à fait possible que dans l'hypothèse très invraisemblable où il serait élu, il n'est pas du tout exclu qu'ils aient une majorité à l'Assemblée nationale qui soit opposée et il ne pourrait pas mettre en œuvre le programme qu'il présente aux Français. Alors en matière d'environnement et d'agriculture, ça c'est le programme législatif. Ce que moi je dis, c'est que sortant de la logique de l'indépendance nationale du programme présidentiel a une conséquence en matière agricole. On devrait faire en sorte que la France soit indépendante ou ait une autosuffisance alimentaire. C'est important. Vous savez que la France actuellement a à peu près son autosuffisance alimentaire. Ça dépend des aliments. En revanche, l'Union européenne ne l'a pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire française. Deuxièmement, si on veut être lucide quant aux questions d'environnement, il faut absolument développer les productions locales. On ne peut pas avoir un schéma économique, que ce soit en matière agricole comme en matière industrielle ou dans tous les domaines, où on fasse fabriquer des produits industriels ou cultiver des choses qui sont à l'autre bout du monde. Parce qu'il y aura évidemment des frais de transport et des pollutions dans tous les domaines. On ne peut pas être à la fois pour la mondialisation et pour l'environnement. Ça me paraît des choses incompatibles. Et en termes de normes aussi. En termes de normes, ce qui vient de l'étranger n'est pas surveillé comme peut l'être la production française. Il y a les normes, il y a les charges sociales, salariales, les questions environnementales qui ne sont pas réglementées de la même façon. C'est la raison pour laquelle il y a une logique très forte qui va être, à mon avis, inéluctable dans les années qui viendront. Si on veut que la planète qu'on arrête de saccager la planète,
il faut absolument revenir sur la mondialisation. Vous savez, dans un autre ordre d'idée, il y a eu cette course autour du monde là, avec des catamarans qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il paraît qu'il y a 5 ou 6 catamarans qui, en plein Pacifique, ont heurté des conteneurs qui flottaient. Alors ça ne concerne pas l'agriculture, ça concerne les produits industriels, mais les océans sont en train de devenir une poubelle à cause, justement, des délocalisations industrielles. Et or, ces délocalisations industrielles, tout comme la politique agricole, où on va chercher des aliments à l'autre bout du monde, par exemple des tourteaux de soja pour nourrir les porcs en Bretagne, les tourteaux de soja qui viennent des États-Unis, tout ça découle directement des traités européens et de la philosophie de la mondialisation. C'est pour ça que je trouve que des candidats comme les écologistes de EELV se moquent du monde. On ne peut pas être pour la construction européenne qui véhicule justement la mondialisation et les délocalisations et pour la protection de l'environnement. Alors maintenant, on peut développer une agriculture plus respectueuse certainement de l'environnement. Il faut se méfier aussi des propos parfois excessifs. Je ne pense pas que l'avenir soit nécessairement dans revenir à une agriculture comme il y avait au 19e siècle, parce que s'il y a eu des progrès, c'est aussi parce il ne faut pas exagérer, il y a eu une augmentation de la productivité qui a été très importante, qui a permis de sortir de nombreux pays de la famine, etc. Mais néanmoins, il y a quand même une tendance, un goût de plus en plus marqué chez nos concitoyens, en particulier chez les jeunes, pour avoir un retour à une agriculture plus saine, avec des qualités organoleptiques des aliments, une meilleure qualité gustative, une agriculture qui soit moins productiviste, où on revienne parfois à des pratiques des cultures ancestrales, l'utilisation de semences anciennes, etc. Moi, je trouve ça bien. Je pense que c'est d'ailleurs... Il faut qu'il y ait des tout qui coexistent. Je pense qu'il y aura de plus en plus besoin d'avoir une agriculture qui produise de la qualité. Et donc, je pense également que c'est une voie qui intéresse un certain nombre de jeunes. Voilà. Dans le programme que je présente en matière agricole, vous savez qu'on est passé de 4 millions d'agriculteurs en 1960 à 400 000 maintenant. Donc 90% des agriculteurs ont disparu en 57 ans. Moi, je voudrais qu'à la fin du quinquennat, on soit repassé de 400 000 à 600 000. Je ne demande pas la Lune, mais je pense qu'il faut qu'on ait des dotations, améliorer la dotation d'installation pour les jeunes agriculteurs. Il faut rendre plus attractifs les métiers de l'agriculture. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Le machinisme agricole, les techniques agricoles. Dans de très nombreuses régions de France, on cherche et on ne trouve pas. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. J'en parlais tout à l'heure avec les responsables des sections de formation. Il y aurait 16 000 emplois qui manquent. Ça veut dire qu'il faut rendre plus attractifs aussi les métiers de l'agriculture. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une réforme de l'éducation nationale. Actuellement, par exemple, l'idée du collège unique jusqu'à 16 ans, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il y a des enfants qui, à partir de 14 ans, seraient beaucoup plus heureux s'ils allaient dans des filières de l'agriculture et pas... ça ne doit pas être considéré comme des trucs où on ne sait pas mettre les gens. Ça doit être... Il y a le bonheur est dans le pré. Il faut réhabiliter l'image même de vivre dans les territoires. C'est pour ça que c'est dommage de retourner à la terre à 40 ans alors qu'on pourrait le faire plus jeune. Exactement. Vous savez, il y a pendant très longtemps... l'image de l'agriculteur, c'était un peu le bouseux qui n'était pas au courant de la modernité. Maintenant, ça a complètement changé. Notamment, là, comme dans beaucoup d'autres choses, Internet a complètement bouleversé la donne, puisque maintenant, vous pouvez vivre en zone rurale et être au courant de toutes les dernières modes, les dernières idées, les dernières informations, mieux encore parfois que quelqu'un qui vit à Paris et qui regarde la télé. Bon. Donc, il y a maintenant une grande modernité dans les territoires. Moi, je crois qu'il faut absolument montrer aux gens que... Voilà, vivre à la campagne, ça peut être très heureux, c'est moins stressant que la ville. Vous êtes au plein air, vous avez les mêmes informations, les mêmes produits que désormais si vous vivez en ville à peu près. Pour peu qu'on ait moins de pesticides à la campagne qu'en ville. Oui, pour peu qu'on ait il y a encore beaucoup de pesticides qui sont utilisés aujourd'hui et qui ternissent un petit peu l'image qu'on a de la campagne, puisqu'on a des gros cas de maladies liées aux pesticides. Mais c'est pour ça qu'il faut développer sans doute ce qu'on appelle une agriculture. Alors, il y a évidemment des niches pour l'agriculture biologique, pour les vins naturels, pour ce genre de choses, mais pas que. Il y a aussi, tout l'avenir n'est pas nécessairement là-dedans, il y a aussi de l'agriculture raisonnée. Et, il en faut pour tous les goûts. Je crois que quand même, il y a une prise de conscience dans le monde agricole
du souhait de nos compatriotes, et puis de la nécessité aussi, pour ne pas abîmer les terres, de revenir à des pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement. Mais moi, je ne suis pas un jusqu'au-boutiste. Je pense, parce que je connais beaucoup d'agriculteurs, j'ai rencontré beaucoup de gens. Quand vous parlez à beaucoup d'agriculteurs, ils sont assez fermés à l'idée de recevoir des leçons de gens qui ne travaillent pas sur la terre. Donc il faut trouver un modus vivendi entre tout ça. Mais je pense qu'il faut absolument faire comprendre qu'il y a un avenir pour l'agriculture familiale en France. Et le problème actuellement, c'est que l'agriculture familiale, elle est condamnée. Elle est condamnée par les traités européens. L'article 38 qui parle du marché intérieur, c'est-à-dire qu'il met en choc frontal des agriculteurs familiaux français avec des producteurs qui font les mêmes produits, où il n'y a pas de SMIC sur l'agriculture, par exemple en Allemagne, ou même s'ils en ont créé un récemment, mais qui est très très bas, ou dans peut-être la moitié des pays d'Europe, il n'y a pas de SMIC sur l'agriculture. Donc on envoie les agriculteurs au casse-pipe, tout simplement. Il faut que, dans ces conditions, il y a des gens qui disent oui, il faut une harmonisation salariale et fiscale. Ça, c'est le pipeau de Mélenchon et compagnie. Mais une fois que vous avez dit ça, ça fait des années qu'on dit qu'il faut une harmonisation salariale et fiscale. Mais quand vous avez des SMIC qui, entre la Bulgarie et le Luxembourg, varient de 1 à 10, où est-ce que va être l'harmonisation? Qui doit aller vers l'autre? Bon, est-ce que vous croyez vraiment que les Bulgares ou les Roumains ou les pays de l'Est, qui sont les très grands bénéficiaires de l'entrée dans l'Union européenne, puisqu'ils bénéficient de transferts financiers massifs, puisqu'ils bénéficient aussi des délocalisations industrielles et puisqu'ils vendent des produits agricoles à bien meilleur marché, ils n'ont aucun intérêt à augmenter les seuils pour se rapprocher de nous. Donc, dans ces conditions, on sort de l'Union européenne et on introduit, en tant que de besoin, on introduit des protections au marché. Il ne s'agit pas de refermer la France, il s'agit de protéger les marchés. Sinon, de toute façon, c'est clair. Hein. Il n'y aura plus, si on continue comme ça, dans 20 ans, il n'y aura plus d'agriculture familiale traditionnelle, sauf sur des niches, des choses très localisées. Par exemple, les gens qui ont la chance de faire de l'élevage, de la production laitière, par exemple dans des AOP de Roquefort ou de Comté dans le Jura, etc. Si elles ne sont pas rachetées par des sociétés chinoises ou qataries. Ça, c'est également l'aspect de la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc je pense, pour résumer, il y a effectivement une logique profonde à la construction européenne, la mondialisation, la destruction de l'agriculture familiale traditionnelle, le rachat généralisé par des fonds de pension américains. Ça, c'est une logique où tout se tient, avec la disparition de l'agriculture familiale, avec un suicide d'agriculteurs par jour. Et puis l'autre hypothèse, c'est une hypothèse que moi je propose, c'est qu'on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On ne se ferme pas sur le monde, bien entendu. La France restera une grande puissance exportatrice, tout comme la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est une grande puissance exportatrice. Mais on aura, à ce moment-là, on casse avec cette logique. On essaie de maintenir, si vous me le permettez, une civilisation. C'est un problème de civilisation qui se cache derrière. Est-ce que le fait d'appliquer l'article 50 et de sortir de l'Union européenne et des traités de cette union fédérale, c'est pas le pas qu'il faut faire justement pour revenir à cette Europe d'avant 92 où l'Europe était prospère, l'Europe était performante et l'Europe c'était la paix à ce moment-là sans avoir à imposer notre point de vue aux autres parce que l'Europe fédérale c'est quand même imposer des points de vue aux autres et on n'a pas envie de faire ça, je crois. Oui, alors moi je suis de ceux qui sont contre le principe même de la construction européenne parce que je ne vois pas pourquoi au XXIe siècle, au troisième millénaire, on devrait faire un distinguo entre les pays et les peuples du monde. Moi, je suis pour les coopérations internationales. Et la France, elle doit bien entendu coopérer avec l'Allemagne, avec l'Italie, mais elle doit aussi très bien coopérer avec la Russie, avec l'Algérie. D'ailleurs, les agriculteurs sont les premiers à le savoir, puisque la France est une grande puissance exportatrice en matière agroalimentaire, et elle exporte beaucoup de céréales vers les pays du Maghreb ou vers les pays d'Afrique, et ça va aller de plus en plus, ou également vers l'Amérique latine. La France avait des débouchés en Russie. Vous savez qu'à cause, justement, des mesures de géopolitique, diplomatique et militaire prises par l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN, on est entré en conflit avec la Russie sur l'affaire de la Crimée, avec des sanctions. Du coup, le gouvernement russe a pris des contre-sanctions. Au total, comme l'avait calculé Xavier Belin, l'ancien président de la FNSEA, ça coûtait 1 milliard d'euros à la France chaque année. Et ces contre-sanctions ne sont pas pour rien dans l'effondrement du prix du porc en France. Donc, sortir... Moi, je ne fais pas... Alors, c'est vrai qu'avant 92, le poids des traités était quand même très inférieur. Ça, c'est exact. Mais ne croyez pas que ça marchait parfaitement bien.
C'était toujours le problème des montagnes de beurre, des montagnes de lait, c'était des crises à répétition. Il y avait aussi que 6 pays, puis 9. Parce qu'actuellement, on a non seulement un traité fédéral, mais en plus de ça, 28 pays qui ont 28 intérêts nationaux divergents. Moi, ce que je pense, c'est que le XXIe siècle, il faut rompre avec cette utopie. La construction européenne est une utopie. Il ne pourra jamais y avoir de construction européenne démocratique, parce que pour que ce soit démocratique, il faudrait qu'il y ait un démos, un peuple européen. Or, il n'existe pas. Allez dire, ça ne concerne même pas la France, allez dire aux Polonais qui forment le même peuple que les Allemands, allez dire aux Allemands qui forment le même peuple que les Grecs, vous verrez leur réaction. Non, il y a des peuples différents. Il est bien qu'ils aient des coopérations internationales, mais les coopérations, elles doivent être aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec tous les pays du monde. Il n'y a pas de raison, comment dirais-je, il n'y a que des mauvaises raisons à l'idée de se dire on va faire une construction politique où il y aura les peuples serviettes, les peuples chics, en gros le monde blanc, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et puis l'Europe, et puis le reste du monde qui, eux, ce sont les damnés de la Terre. Non, il faut, au 3e millénaire, rompre avec cette logique et nouer des partenariats avec tous les pays du monde, y compris en matière agricole. En parlant des serviettes chics de l'Europe, il y a quand même nos voisins grecs qui ont été vraiment maltraités par l'Union européenne. Des Grecs qui avaient accepté d'abandonner la dette allemande d'après-guerre, et l'Allemagne en retour n'a pas accepté d'abandonner la dette grecque. En termes de recirculation des richesses au sein de l'Europe, s'il y avait un peuple, les richesses ne convergeraient pas vers le centre de l'Europe, mais iraient justement vers les pays périphériques. C'est un petit peu ce qu'écrivait Olivier Delorme. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin. Oui, c'est ce que je dis depuis 10 ans, si vous voulez. C'est que, regardez la France. En France, il y a des zones qui produisent de la richesse et d'autres qui en produisent moins. Pour qu'en gros, nous soyons tous français, que nous soyez pas trop de déséquilibre, vous avez en permanence des transferts sociaux invisibles qui vont des zones riches vers les zones pauvres. Je me rappelle, Raymond Barre avait chiffré, ça avait fait scandale d'ailleurs dans les années 70, il avait expliqué que l'appartenance de la Corse à la République française coûtait 7 milliards d'euros de francs à l'époque aux contribuables. Ça avait fait un scandale à juste titre, mais il y avait du vrai dedans. Par exemple, actuellement, dans la Creuse, en Lozère, on maintient des services publics, on maintient des hôpitaux, il y a des prestations sociales, etc. Or, tout ceci, la Lozère ou la Creuse ne pourrait pas le produire. Donc ça veut dire que c'est bien de la richesse qui vient d'autres régions de France. Mais personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous français. C'est parce que il est évident que les gens qui habitent en Creuse ou en Lozère sont français. Ça ne vient à l'esprit de personne de remettre ça en question. D'ailleurs, il y a des Français dont la grand-mère vient de Lozère, le père de Bretagne, et puis du côté de la mer, c'est une maman de Savoie et puis un papa un grand-père qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Donc, le problème de la construction européenne, c'est qu'il n'y a pas les mêmes peuples, je le disais tout à l'heure. Or, vous avez raison, le fait d'avoir une même monnaie entre des économies totalement différentes et divergentes, puisque l'amélioration de la compétitivité est plus forte en Allemagne que dans les autres pays alentours, et c'est pas nouveau, ça fait 60 ans que ça dure, eh bien ceci a pour conséquence que normalement les Allemands devraient en permanence envoyer des transferts financiers vers les pays de ce qu'ils appellent le Club Med. Ils n'en ont pas envie, vous ne pouvez pas le leur reprocher, ils ont le sentiment, eux, d'être ponctionnés. Bon, c'est pas le seul problème, il ne faut pas croire non plus que les Grecs ont été... Moi, je n'aime pas le discours anti-germanique dont M. Mélenchon fait son beurre, qui est en fait inquiétant, je trouve, parce que moi, je n'ai pas envie de susciter des conflits franco-allemands. Ça va, on a donné. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que M. Mélenchon est pour l'Europe, parce que prétendument l'Europe c'est la paix, il nous ressort les plus anciens poncifs de l'hostilité de la France à l'Allemagne. Les Allemands sont différents de nous. Bon, c'est un peuple qui a d'immenses mérites, c'est un peuple c'est comme ça, plus discipliné, qui accepte plus volontiers des réformes drastiques, les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4. Actuellement, le niveau de vie a baissé en Allemagne et les gens acceptent de se serrer la ceinture plus facilement qu'en France. Ils ont une inflation sous-jacente qui est moins importante, donc ils ont des gains de compétitivité, ils ont peut-être une plus grande flexibilité au travail, ils ont un tissu industriel avec énormément de PME très innovantes qui parfois sont sur des créneaux où ils sont quasi en situation de monopole.
C'est pas le cas des pays du sud de l'Europe. Voilà, c'est comme ça. On peut le regretter, on peut dire oui, il y a des gens qui pourraient regretter. Les Allemands ont statistiquement plus les yeux bleus que les Grecs, qui ont plus les yeux marrons. Bon, c'est comme ça, c'est une donnée. Donc face à des données, comme disait De Gaulle, hein, la politique c'est partir des réalités. Face à des données comme ça, la folie c'est d'avoir la même monnaie. C'est ça qui ne va pas. Parce que ce qui s'est passé dans les débuts de la Grèce, c'est que les Grecs au début ont eu la Dolce Vita, hein, parce que ils pouvaient acheter. Ils avaient un taux d'inflation qui était supérieur à celui de l'Allemagne. Ils pouvaient acheter des produits allemands, mais avec l'euro, c'était bloqué. C'est-à-dire que normalement, en temps normal, il y aurait eu une croissance une augmentation du taux de change du Deutschmark par rapport à la drachme qui aurait rétabli le commerce extérieur. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est une très bonne transition pour justement parler des monnaies. La sortie de l'euro, c'est le retour au franc, donc à 6,55. Non. On ne va pas revenir à l'ancien franc. On va créer un nouveau franc et ça sera au taux de change de 1 pour 1. Donc on aura 1 euro égale 1 franc. Voilà. Je l'ai dit, parce qu'on ne va pas s'amuser à remultiplier par 6,55, 952. Il n'y aurait pas de raison particulière. Ça ferait des problèmes d'arrondi invraisemblables. Et les arrondis, dès que vous avez des problèmes d'arrondi, vous avez de l'inflation qui est créée. Donc on aura 1 euro pour un franc. Donc un franc nouveau qui ne sera plus le même. Mais la différence, c'est qu'évidemment, ça sera la parité. Et puis, très rapidement, le franc vivra sa propre vie en dehors de l'euro et très probablement que le franc se dépréciera par rapport à l'euro. Mais l'euro restant ne sera plus le même. Ça sera l'euro sans le franc. On gardera l'euro pour, par exemple, des transferts internationaux ou des... Non. Nous, on aura une monnaie, le franc, comme la Suisse a le franc suisse, comme le Royaume-Uni a la livre sterling. Mais les Suisses ont 2 monnaies aussi. D'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'ils ont une monnaie nationale, le franc suisse, et une monnaie locale, le Wirtz, qui est utilisée principalement par les entreprises entre elles? Oui, enfin ça, c'est encore autre chose. Ça, ce sont les monnaies locales, c'est pas la même chose. Mais moi, je parle de la vraie monnaie, la vraie créance sur la Banque centrale nationale. Ça sera le franc, il n'y aura plus d'euros. D'ailleurs, l'euro ne sera plus le même. Puisque l'euro sans le franc, c'est plus la même chose. D'ailleurs, de vous à moi, l'euro sans le franc, il restera plus, à mon avis, il y aura un processus de nécrose qui s'enclenchera rapidement pour l'ensemble de l'euro. L'avantage aussi, si j'ai bien compris, et vous allez peut-être me confirmer, c'est qu'en reprenant le contrôle de notre monnaie, le franc, comme vous disiez, va se déprécier, ce qui va donc effectivement coûter un peu plus à l'importation, donc certains produits coûteront plus cher. On dit souvent que ça va impacter les ménages à faible revenu. Mais d'un autre côté, ça va nous permettre de produire local et d'exporter. Et donc, Bien sûr, mais de toute façon, dans la vie, il n'y a aucune décision dans la vie qui soit en général tout blanc ou tout noir. A fortiori en matière économique. Donc bien sûr que si l'on recrée le franc, le nouveau franc, probablement, et d'ailleurs il faut l'espérer, baissera. De combien? Il y a les propagandistes qui vous disent que ça perdra 80% de sa valeur, c'est faux. Le franc devrait, selon certaines estimations, qui dépendent notamment du solde dans Target 2, donc dans le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, le franc pourrait perdre 3 à 10% de sa valeur. Moi, j'espère qu'il perdra 10 ou même 15% parce que ça rétablirait la compétitivité externe des produits français. Donc ça veut dire, effectivement, il y aura des produits d'importation qui coûteront plus cher, mais je ne vois pas pourquoi ça impacterait spécialement les petits ménages, les ménages à faible revenu. Oui, les hydrocarbures coûteront plus cher, mais vous savez que dans le prix de l'essence, le prix des taxes, c'est plus de 55% du prix des taxes. Donc on pourra très bien amoindrir cet impact en diminuant, en tant que de besoin, par exemple, les taxes pour qu'il y ait un lissage. 10%, c'est pas la mer à boire d'ailleurs. Au passage, je me permets d'ailleurs de souligner qu'en 2008, 1 euro valait 1,60 $. Aujourd'hui, 1 euro vaut 1,05 $. Ça veut dire qu'on a perdu, par rapport au dollar, de 2008 à 2017, en l'espace de 9 ans, l'euro s'est déprécié de l'ordre de 40%. On n'en a pas fait un fromage. Et pourtant, les importations coûtent plus cher maintenant. Si l'euro d'ailleurs continue à se déprécier par rapport au dollar, on aurait certainement une petite amélioration de notre situation de l'emploi. Mais pas énorme. Pourquoi pas énorme? Parce qu'on a toujours la même monnaie que l'Allemagne. Le problème de fond que nous avons actuellement, c'est qu'avant, on avait des monnaies, quand la France, l'Allemagne avaient des monnaies qui étaient différentes, qui n'étaient pas liées avec un taux de change fixe. Eh bien, lorsqu'il y avait une augmentation de la compétitivité de l'industrie allemande, de l'économie allemande qui était supérieure à celle de la France, ça se traduisait au bout de quelques mois par une dépréciation monétaire. C'était pareil pour tous les autres pays, j'en parlais pour la Grèce tout à l'heure. Maintenant, on n'a plus. Alors on fait comment?
Le problème, si vous voulez, c'est que entre 1999 et 2017, donc en 18 ans, depuis qu'on a fixé les parités définitives entre le franc et le mark, le franc et la pesette, le franc et la lire italienne, c'est-à-dire quand toutes ces monnaies sont entrées dans l'euro, depuis ce moment-là, en 18 ans, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée de 21% par rapport à la compétitivité de l'économie française. Voilà. Avec en gros plus 15% pour l'Allemagne et moins 6% pour la France par rapport au truc à une espèce d'équilibre. Normalement, la monnaie française, si on avait une monnaie, aurait dû se déprécier de 21% par rapport au Deutschmark. Mais maintenant, ça n'existe plus. Le résultat, c'est que la France a une monnaie qui est trop chère pour sa compétitivité et que l'Allemagne a une monnaie qui n'est pas assez chère pour sa compétitivité. Le résultat, c'est que la France dégage des déficits commerciaux géants, moins 48 milliards de francs moins 48 milliards d'euros en 2016, alors que l'Allemagne dégage des excédents commerciaux de plus en plus énormes, monumentaux, les premiers du monde, avec 240 milliards d'euros en 2016. Et tout ceci ne fait que s'aggraver d'année en année. Donc vous voyez bien que le système n'est pas viable, en fait. Le système n'est pas viable parce que si ça continue comme ça, les exportations françaises vont de moins en moins exporter, la Grèce également. Alors, les potions qu'on nous impose, c'est ce que certains économistes appellent les dévaluations internes, c'est-à-dire que puisqu'on ne peut plus dévaluer la monnaie, eh ben, faut baisser les salaires. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous réserve M. Macron, ce que nous réserve M. Fillon, ce que nous réserve M. Hamon, ce que nous réserve M. Mélenchon et Mme Le Pen, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, prétendre renégocier les traités, c'est qu'il va falloir appliquer le rapport sur les grandes orientations de politique économique qui demande justement que l'évolution du SMIC soit compatible avec les évolutions de compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut baisser. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des pays qui n'ont pas la même augmentation de compétitivité que l'Allemagne doivent compenser ce déficit par une baisse des revenus et du niveau de vie de leur population. Voilà. C'est très grave ce que je dis. Hein. Je sais que ce sont des processus économiques et monétaires qui parfois sont peut-être un peu compliqués pour le très grand public, mais il faut bien que les gens comprennent que pour avoir la même monnaie que l'Allemagne, si notre tissu économique est moins compétitif, eh bien, pour le rendre aussi compétitif, il faut absolument que baisser les salaires et charges sociales. C'est ça le truc. Ça veut dire qu'on est lancé dans un processus où on va demander de plus en plus aux Français, aux pays du Sud, de diminuer leur niveau de vie. Ça a commencé, ça va continuer. Quand vous avez cité des chiffres, 6%, 20%, pour le grand public, ils peuvent croire que c'est un petit peu à la marge. Mais en fait, dans la réalité des choses, on a quand même un chiffre qui est édifiant, c'est notre désindustrialisation et le nombre de personnes qui passent donc au chômage ou sous le seuil de pauvreté. L'INSEE chiffre chaque jour à 800 à 1000 personnes, plutôt 1000, le nombre de personnes qui chaque jour basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais je vous le dis, c'est inéluctable. C'est pour ça que il y a des gens qui disent « Mais vous vous rendez compte, si on sort de l'Union européenne, de l'euro, vous vous rendez compte des problèmes ?» Mais moi, c'est pas moi qui ai créé les problèmes. Ce sont les gens qui ont conçu ce système utopique, délirant, il y a 25 ans, ou il y a 30 ans plus exactement, avec Maastricht, pour préparer Maastricht. Ce sont ces gens-là qui nous ont mis dans la panade. Maintenant, les gens qui pensent que si on continue comme ça va s'améliorer, se trompent. Ça ne peut que continuer à se dégrader. Il n'y a pas de solution. On est face à un échafaudage qui va s'effondrer. Vous avez deux solutions quand vous avez le tsunami. Vous savez que si vous avez une immense vague de 30 mètres de haut qui arrive sur une plage, vous avez deux types de réactions psychologiques. Vous avez ceux qui comprennent à l'avance et qui partent. Ça, c'est les Britanniques. Et vous avez ceux qui n'ont pas compris, qui disent « Oh, c'est joli, tiens, on va aller prendre une photo ». Et eux, ils se font engloutir. Ça, c'est exactement le peuple français si on continue. Après, j'imagine que M. Mélenchon n'est pas un idiot. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à lui qui veut renégocier en 6 mois les traités que personne n'a réussi à renégocier en 40 ans? Est-ce que c'est pas un peu criminel de vouloir perdre encore 6 mois, sachant que, si je fais le calcul, 6 mois, ça correspond à 180 000 emplois perdus? Ah oui, je vous laisse l'adjectif de criminel, mais bon, M. Mélenchon, comme Mme Le Pen, comme M. Dupont-Aignan, comme tous les autres, en fait, mentent aux Français.
Ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Sinon, ils le diraient. C'est quand même clair. Il y a d'ailleurs une façon extrêmement simple de s'en rendre compte. C'est que M. Mélenchon, pour parler de lui, il a chiffré son programme. J'ai vu ça dans la presse. Il a chiffré un programme avec d'ailleurs des chiffres largement fantaisistes, mais fondés notamment sur une relance, une augmentation du SMIC qui recrée de la croissance. Je ne suis pas forcément contre. Moi aussi, je propose d'augmenter le SMIC. Je l'avais déjà proposé en 2011. Mais ce que je note, c'est que parmi les économies, M. Mélenchon, à aucun moment, ne parle des économies de la sortie de l'Union européenne qui sont considérables. Puisque je rappelle que chaque année, on verse 23 milliards d'euros à la Commission, enfin à l'Union européenne, et on en récupère 14. Donc déjà, la simple sortie nous fait gagner 9 milliards d'euros d'économies tout de suite. Monsieur Mélenchon n'en parle pas. Ça veut bien dire que dans ses programmes économiques, il n'a jamais envisagé même l'hypothèse d'en sortir. Et Mme Le Pen, c'est exactement pareil. Mme Le Pen, par exemple, elle propose de supprimer des parlementaires. Elle imite ce que j'ai présenté depuis plusieurs mois. Elle oublie de supprimer les parlementaires européens. D'ailleurs, c'est normal puisque son père, son conjoint, elle-même, tout le monde vit sur la bête. Si je veux dire, tout le monde vit sur les salaires du Parlement européen. Nous sommes les seuls qui sommes logiques et nous expliquons qu'on sort de l'Union européenne. Alors, autre chose. Sortir de l'Union européenne, de l'euro, c'est pas de la gnognotte, excusez-moi le caractère familier du propos. C'est le plus grand bouleversement politique et géopolitique en Occident depuis 1991, depuis l'effondrement du mur de Berlin. C'est une de ces dates comme il y en a 2 ou 3 par siècle. Il y en a 2 ou 3. Au XXe siècle, au XIXe siècle, vous avez 1815, le congrès de Vienne, avec le concert des nations, c'est ça le mot que je cherchais, à l'issue des guerres napoléoniennes. Vous avez, et puis vous avez 1871, la proclamation du Deuxième Reich, du Reich bismarckien dans la Galerie des Glaces à Versailles. Au XXe siècle, vous avez 1918-19, ce sont les traités après la Première Guerre mondiale qui reconfigurent la géographie de l'Europe. Vous avez 1945 qui reconfigure aussi la géographie de l'Europe à la suite de Yalta. Et vous avez 1989-91, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique. Au XXIe siècle, il va y avoir sans doute 2 ou 3 dates de cette nature. Il y en a une qui va arriver, celle que j'ai annoncée moi il y a 10 ans. Maintenant, je vois que les plus grands think tanks américains comme Stratfor l'annoncent également. C'est l'inéluctable destruction de l'Union européenne. Donc, moi, je suis quelqu'un de sérieux. Il s'agit de quelque chose de sérieux et de grave. Moi, je l'annonce clairement dans mon programme. Parce qu'il y en a qui disent « Oui, Asselineau a raison, mais il a tort, il faut d'avancer masqué ». Et ça, ils disent ça par rapport aux gens parmi leurs électeurs qui disent « Est-ce qu'on va sortir de l'euro ? Je voudrais sortir de l'euro ». Mais s'ils font 5 mètres et qu'ils tombent sur qu'un autre électeur qui dit « J'espère qu'on va rester dans l'euro », ils disent « Oui, ne vous inquiétez pas, on restera dans l'euro ». Ça, c'est M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen qui sont champions pour ça, c'est-à-dire pour faire croire des choses incompatibles, pour ratisser large. Ils font de l'électoralisme. Mais vous voyez bien que si vous avez des gens qui votent pour vous et qui sont convaincus, certains que vous allez sortir de l'Union européenne et d'autres convaincus du contraire, c'est que forcément, il y en a qui vont se faire avoir. C'est obligatoire. Bon. Allez interroger d'ailleurs des partisans de Mme Le Pen ou de M. Dupont-Aignan ou de M. Mélenchon. Vous constaterez qu'ils se contredisent tous parce que chacun a sa propre vision de ce que veut faire Mélenchon, Le Pen ou Dupont-Aignan. Interrogez les gens de l'UPR. Personne ne se contredit parce qu'on sait tous très exactement ce que l'on veut. On veut sortir de l'Union européenne par les voies juridiques. C'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. On veut sortir de l'euro de la même façon et d'autant par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Alors ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en termes de dynamique politique, moi si je suis élu président de la République, le jour de mon installation, le lendemain, j'envoie un courrier à tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour proposer un sommet extraordinaire pour mettre en œuvre l'article 50. Et je pourrais le faire puisque j'aurais été élu pour ça. Je ne vais pas faire un référendum pour demander aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le programme pour lequel vous venez de m'élire. Mais les autres, ils disent on va commencer à une renégociation. Les renégociations, ça va prendre du temps, des mois. 6 mois, 5 ans, 40 ans. Oui, des mois et des mois, ils n'aboutiront évidemment à rien puisqu'il faut l'accord unanime des 27 gouvernements, des 28 gouvernements, puis des 28 peuples. Donc il faut 56 accords unanimes. Et puis ça revient surtout à dire... Réfléchissez un instant à cette idée délirante de renégocier les traités. Pourquoi les traités sont-ils comme ils sont ? Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ? C'est ça qu'il faut poser comme question. Les gens qui vous disent qu'il faut changer l'Europe, cette Europe-là n'est pas possible. Il faut dire, mais attendez, pourquoi elle est comme elle est ? Pourquoi ? Pourquoi la France l'a-t-elle acceptée ? Elle l'a acceptée parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'était la convergence de 28 intérêts nationaux divergents et que chacun a dû accepter de faire un compromis.
Donc ce que nous disent les gens qui disent on va refaire, on va changer d'Europe, ils vous disent en fait, on va s'asseoir sur 60 ans de compromis pour avoir des traités qui nous favorisent, nous, uniquement la France. Vous croyez que les autres vont marcher ? Ils ne marcheront pas. Mais pendant ce temps-là, ils perdront du temps. Et bien entendu, vous savez quelle est l'usure du pouvoir, comme on dit, c'est qu'une fois qu'ils auront été au pouvoir, ils auront été obligés de prendre des mesures qui se révéleront progressivement des mesures impopulaires. Donc progressivement, ils vont perdre leur légitimité. Enfin, ils n'auront plus l'audience de la population. Vous imaginez que 2 ans après, ils disent d'un seul coup on va sortir de l'Union européenne, alors qu'ils n'ont pas été élus pour ça. En réalité, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon veulent gagner du temps, mais jamais, au grand jamais, ils n'ont prévu de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, ils ne l'ont pas budgété. C'est dommage. On est les seuls qui l'ont budgété. Je dis c'est dommage parce qu'ils pourraient récupérer énormément. C'est des milliards d'euros qui se cachent derrière. Avant de faire la coupure, je voudrais une toute petite question, oui-non. On sait que le jour d'après votre investiture, vous signerez le courrier pour appliquer l'article 50 et sortir de l'OTAN. Est-ce que ces courriers sont déjà prêts dans votre mallette ? Non, ils ne sont pas prêts, mais c'est vraiment l'affaire d'une demi-heure. Il s'agira de convoquer, d'inviter les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à se rendre à un sommet extraordinaire, à Paris ou ailleurs, mais ça serait logique que ce soit à Paris ou en France, en disant voilà, j'ai été élu par une majorité de Français pour mettre en œuvre l'article 50. Donc je vous annonce que la France a décidé de sortir de l'Union européenne par l'article 50. C'est à partir d'aujourd'hui que commence le délai de 2 ans qui est précisé dans l'article 50 justement pour négocier un accord de sortie. Je vous rappelle que si la négociation dure moins longtemps, on sort plus rapidement. Et que si la négociation traîne, au bout de 2 ans, on en sort de plein droit. C'est comme ça que c'est prévu. Quant à la sortie de l'OTAN, c'est encore plus facile, mais il suffit d'écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 49. Il suffit d'écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique en disant voilà, la France a décidé de sortir de l'OTAN. Il n'y a pas d'autre formalité, si ce n'est qu'il faut attendre 1 an à partir du moment où cette lettre est partie. Donc il y a 1 an, relisez l'article 13, et c'est au gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'il faut écrire. Vous voyez le degré de suggestion que ça suppose. Et puis au bout d'1 an, on en sort de plein droit. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec Theresa May pour obtenir des soutiens parce que potentiellement l'Angleterre pourrait être notre allié dans cette sortie concertée de l'Union européenne pour que ça se passe bien ? Oui, on avait proposé, pas à Mme May, mais à M. Johnson, le ministre des Affaires étrangères, de venir à notre université d'automne. Naturellement, il a fait sa voix, il nous a répondu, enfin son secrétaire nous a répondu que malheureusement il était pris. Voilà. Vous savez que pour les observateurs étrangers, les ambassades étrangères présentes en France, si elles regardent TF1, France 2, France 3, si elles lisent Le Monde, ou si elles lisent Le Figaro, Les Échos ou Paris Match, elles n'ont pas beaucoup l'occasion de découvrir l'UPR. Voilà. Donc nous, on est un mouvement qui est blacklisté, le mouvement le plus blacklisté de France. Nous sommes l'illustration même que notre pays n'est plus un pays de liberté, mais un pays où règne une censure d'État à l'égard du 5e parti politique de France en nombre d'adhérents. Tout a été fait au cours de cette campagne pour essayer de m'empêcher d'avoir les 500 parrainages. J'espère, et on n'a plus beaucoup de jours maintenant à attendre, j'espère que je vais les avoir quand même. Eh bien, on vous le souhaite pour au moins le débat démocratique. Et pour ce qui est de la connaissance, pour reprendre le pavé et reprendre le papier, comme on aime dire, le Frexit travaille à vous faire connaître. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.